Éteignez vos micros. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette seconde conférence de l'événement Expo Angola Restitution des identités, féminité, pouvoir et royauté qui se tient du 21 novembre au 14 décembre 2022. Cet événement s'organise sous le haut patronage des ACP, à l'initiative de Madame Nicole Kanda, qui est parmi nous ce soir. Je la salue déjà. Alors, le programme de cette soirée est d'abord une conférence sur l'impact, les influences du Royaume Congo sur l'ère caribéenne. Ensuite, j'espère que nous aurons la possibilité d'échanger un petit peu, d'avoir un moment de questions et réponses. Donc, j'accueille mes trois intervenants. Ce soir, je vais commencer donc par l'initiatrice et co-curatrice du projet, Nicole Kanda, que j'ai déjà nommée. Donc, Madame Kanda est originaire de Banza Congo et Banza Tumba. Elle est née en Angola et a grandi en République démocratique du Congo, mais aussi en Belgique. À 46 ans, Nicole est une styliste et décoratrice d'intérieur résidant à Bruxelles. Passionnée d'art en général et d'objets d'art africains en particulier, elle les considère tels les gardiens intemporels de la culture, de la tradition et de la mémoire des peuples. En proposant une exposition mouvante et itinérante, Nicole souhaite replonger dans l'histoire séculaire de l'Angola jusqu'à l'état moderne que nous connaissons aujourd'hui. Alors, cet événement se fait avec plusieurs partenaires, comme vous avez pu le voir dans l'affiche, mais aussi peut-être dans le livret qui a été spécialement publié à cet effet. Donc, vous pouvez l'obtenir en visitant l'expo aux ACP. Donc, dans ce livret, vous avez les œuvres des artistes et donc les partenaires tels que le Musée royal d'Afrique centrale, Africa Museum, la commune d'Ixelles. Vous avez aussi comme partenaire BAMCO ASBL et encore plein d'autres partenaires que je remercie déjà ici. Il y a le livret, celui-ci que je vous montre, mais il y a aussi un livret pour les enfants. Donc ça, c'est très intéressant parce que en tant que parent ou encadreur, vous pouvez aussi visiter l'expo avec vos enfants ou de la famille et commencer comme ça un travail de transmission. Je continue la présentation des invités de ce soir. Donc, nous recevrons aussi tout à l'heure le docteur Patricio Batikama, qui est co-curateur. Il est né en 1974, originaire de Makela, Mazombo et Kibokolo. Patricio Batikama a une maîtrise en histoire. Il est docteur en anthropologie, critique d'art, auteur de 21 livres, 38 articles scientifiques. Il est professeur d'histoire de l'art à l'université de Agostinho Neto, en Angola. Il enseigne également la sociologie des religions à l'Institut supérieur polytechnique Tokoista, où il est le chercheur principal. Il a par ailleurs étudié la communication dans plusieurs universités. Et, chose étonnante, il est polyglotte. Il fallait s'y attendre. Il parle le portugais, le français, l'anglais, le kikongo, le lingala. Je le remercie d'être là. Alors, nous accueillerons aussi Monsieur Jackie Maniaki de l'Africa Museum. Donc, Jackie Maniaki est chef du service culture et société, département d'anthropologie culturelle et d'histoire à l'Africa Museum. Il est titulaire d'un doctorat en linguistique africaine de l'INALCO en France. Ses recherches portent sur la linguistique africaine, description et comparaison des langues bantoues, en particulier au Congo, dont il est originaire, en RDC, en Angola, en Namibie et au Rwanda.
Depuis 2008, il a étendu ses recherches sur le patrimoine culturel africain, les langues, les musiques, les religions, etc., aux Amériques, mais principalement au Brésil. Il a également été membre du COMRAF, Comité consultatif de la diaspora africaine, et commissaire d'une salle consacrée aux langues et à la musique dans la nouvelle exposition permanente du MRAC. Merci d'être là, Monsieur Manaki, je vous salue aussi. Alors, je m'appelle Mireille Tcheoussi-Robert et je suis présidente de l'association BAMCO Grand. Nous aurons le plaisir de vous accueillir demain pour une visite guidée décoloniale et féministe donc à l'Africa Museum. Donc, je mènerai cette visite et nous allons notamment parler des rapports de domination coloniale et postcoloniale, des résistances anticoloniales et plein d'autres aspects. La première visite, donc demain, vendredi, se passera à 11h, de 11h à 13h, et il y a une seconde visite en après-midi, de 14h à 16h. Il est encore possible de s'inscrire, même s'il ne reste plus beaucoup de place, en réservant par les liens qui sont renseignés sur les sites internet du projet Expo Angola. Alors, à ne pas oublier aussi dans le programme que après-demain, le samedi 26, nous aurons une projection du documentaire Sur le fil du zénith de Nativelle Pantalier. Et donc, ce documentaire sera projeté aux ACP. Pour rappel, les ACP, c'est rue de l'Aqueduc, numéro 118, à 1050 XL. Voilà pour la suite du programme. Et et je sais que vous êtes passionnés d'art si vous êtes avec nous, il y a aussi des possibilités d'avoir des standing guides tous les dimanches. Pendant l'expo, vous pouvez venir seul avec vos enfants, vous balader, avec ou sans guide. Ça sera possible tous les dimanches jusqu'au 14 décembre. Large programme donc. Alors, avant de véritablement commencer notre conférence, j'aimerais un petit peu demander à Madame Kanda de nous rappeler les origines du projet, le cadre dans lequel il s'est créé et aussi peut-être pourquoi avoir lancé un tel projet. Juste le temps de rallumer le micro. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous. Je te remercie pour la question. En tant que femme noire et entrepreneur, je connais le racisme systémique et connaître mon histoire, ma tradition et mes origines m'a aidé à tenir face à l'adversité. À une époque où nos rites, nos traditions sont mal perçus, où l'Occident est vu comme l'Eldorado, la réappropriation et la fierté culturelle et restituer des identités dont nous sommes les précurseurs. Merci beaucoup, Nicole Kanda, pour ce rappel. Est-ce qu'on aura encore l'occasion de vous voir à l'expo? Oui, est-ce qu'on peut encore vous rencontrer? Oui, tout à fait. Je suis là presque tous les jours. Ah, d'accord. Et j'ai appris aussi que les tableaux sont en vente. Oui, tout à fait. Les tableaux sont en vente. C'est une information capitale. Alors, je vais demander à Monsieur Jackie Maniaki, mais je devrais dire docteur en réalité. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. J'espère que tout le monde aussi. Oui, nous sommes donc heureux de vous accueillir aujourd'hui. J'ai appris une anecdote à votre sujet qui m'a beaucoup intéressée. Donc, votre nom de famille, Maniaki, s'écrit au départ avec un I, mais votre père avait eu le souhait d'y mettre un Y
à la fin. Bon. Malheureusement, à cette époque coloniale qui était la sienne, un administrateur colonial lui a dit que ce n'était pas possible parce que la lettre Y était réservée aux seuls blancs, donc seulement pour les colons, pas pour les colonisés. Et donc, votre père, avec beaucoup de ténacité, il s'est promis qu'un jour, il mettrait toute la fantaisie qu'il veut dans son propre nom de famille. Et donc, je trouve cette anecdote assez intéressante parce qu'elle nous rappelle que la colonisation a limité évidemment nos identités, mais elle a aussi limité nos imaginaires et la possibilité pour nous de nous recréer. Et je trouvais intéressant de mentionner cela dans un projet où il s'agit d'artistes et de création. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vais tout de suite vous passer la parole pour votre intervention. Il me semble qu'il y a un PowerPoint à partager. C'est cela, oui. Donc, nous sommes tout oui. Et merci pour la parole et puis merci aux organisateurs pour l'organisation de cette opportunité de conversation ce soir. Donc, alors, en guise d'introduction à cette conférence où le prof Batikama nous parlera justement du Royaume Congo et de l'ère caribéenne, je me propose de faire une introduction à l'héritage en fait linguistique d'une façon générale, donc linguistique bantou, dans les Amériques. Alors, si la technique le veut, ça devrait marcher, voilà. Alors, donc, il s'agit de faire un tour d'horizon sur l'intérêt, sur les études, sur l'héritage culturel, notamment linguistique, d'origine africaine, mais c'est vrai que je me base principalement sur l'ère bantou, aux Amériques, et donc j'entends par là Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, et évidemment les Caraïbes, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. J'en profiterai pour partager avec vous quelques questions de méthodologie qui sont liées à ce type de recherche. Et donc, petit à petit, nous arriverons comme ça sur le vif du sujet, une espèce de focus à la fois sur la zone Congo du côté Afrique et sur donc, les Caraïbes du côté Amérique, pour laisser la parole au prof Batikama. Alors, j'ai failli appuyer mon clavier au lieu de l'écran. Donc, évidemment, si on parle d'héritage culturel africain aux Amériques, cela est intimement lié à toute une partie de l'histoire, pas si vieille que cela, et pourtant sombre, et qui est donc appelée par plusieurs noms, mais on va dire ici la traite négrière transatlantique, parce qu'il y en a eu d'autres. Et c'est l'ensemble du continent américain qui est concerné. Il faut pas l'oublier, c'est quasiment du nord au sud. Et du côté de l'Afrique, c'est également une grande partie de l'Afrique subsaharienne qui a été impactée par cela. Donc, sur chacun des continents, cet impact, s'il est très large, il est variable selon les pays. Et nous verrons avec quelques exemples que j'aurai l'occasion de montrer que le Brésil, par exemple, comparé aux États-Unis, ben, il y a un degré différent suivant également les domaines qui ont été touchés. Alors, c'est un héritage qui peut être invisibilisé parfois par certaines appellations. On est tous habitués à des appellations telles l'Amérique latine, et c'est sûr que ça nous fait rappeler qui a dominé la région, mais ça ne nous donne pas d'informations sur ce qui compose cette région aujourd'hui. Alors, du côté de l'Afrique, certaines régions subsahariennes, comme je l'ai déjà dit, sont plus concernées que d'autres. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle carte établie qui relate la traite transatlantique. Vous verrez donc qu'il y a des zones à partir notamment des États-Unis jusqu'au Brésil, mais voire même plus bas jusqu'à l'Argentine, du côté de l'Amérique. Et du côté de l'Afrique, on parle souvent des principaux points de départ de la côte ouest. Évidemment, l'île de Gorée, elle est connue, mais c'est essentiellement
des zones telles que, on va dire, le golfe de Guinée, comme il est appelé aujourd'hui, et les côtes de l'actuel Angola et des actuels Congo. Donc, il y a quelques années, en 2014-2015, d'ailleurs, le musée Tervuren avait profité de l'intérêt qui existe de plus en plus du côté Amérique pour les liens qui existent avec l'Afrique, d'un point de vue culturel notamment. Et donc, nous avions pu faire à ce titre une expo itinérante, donc qui a voyagé sur les États-Unis pour montrer à la fois d'une façon matérielle, puisqu'il s'agissait d'expositions, la richesse de la culture Congo et ses liens toujours présents aux Amériques. Alors évidemment, je parlais déjà de Brésil au départ, ce ne sont pas les Caraïbes, mais c'est le pays que je connais le mieux dans ce continent, et donc je m'appuierai évidemment sur ce que je connais le mieux. Et l'un des aspects de cet héritage africain aux Amériques, c'est l'héritage linguistique. Les langues d'origine des personnes esclavagisées et déportées ne se sont pas complètement éteintes dans ce nouveau monde. Et on trouve de façon classique certains domaines particulièrement imprégnés par cet héritage. Donc il y a le religieux, la musique, mais pourquoi pas le culinaire. Alors tout n'est pas séparé, ce n'est pas des différents domaines. Par exemple, le religieux et le musical sont en fait très très liés. Et donc des occasions telles que des festivités de carnaval, par exemple, on peut voir en grand public des traces évidentes d'héritage linguistique africain, et notamment dans ce cas-là, Congo, Umbundu. Donc, il y a un impact variable, comme je l'ai déjà dit, et cet impact est important dans certains pays. Dans le cas du Brésil, nous avions fait également il y a quelques années un glossaire où on essaye de rassembler les différentes sources de collecte de bantouisme, c'est-à-dire de mots d'origine bantou, je montrerai sur une carte tout à l'heure, qui sont dans le portugais du Brésil dans ce cas-là. Et on arrive à plus de 5000 aujourd'hui. La recherche continue. Et donc, il ne s'agit pas du tout de quelques mots, il s'agit vraiment d'un énorme vocabulaire. Certains mots sont utilisés tous les jours, et pas du tout par une communauté particulière, mais par tout le monde, même ceux qui n'ont pas a priori d'origine africaine. Alors, ce sont des études pas nouvelles, elles continuent, elles ont commencé il y a longtemps, mais j'ai trouvé intéressant dans l'introduction de parler de quelques questions, pour ne pas dire problèmes méthodologiques, parce que dans toute cette littérature, effectivement, à mon sens, il y a pas mal de pièges auxquels il faut faire attention. Donc, ces recherches sur l'héritage culturel se doivent de garder, comme toute recherche, évidemment, une grande rigueur. Et il y a notamment certains pièges, je vais dire, notamment un syncrétisme, donc un mélange d'influences qui est presque omniprésent, des possibles confusions, et notamment dans le cas de l'Amérique latine ou notamment du Brésil, on peut arriver à trouver un vocabulaire qui semble être africain et qui pourrait être aussi de langue, je veux dire, amérindienne. Donc, il faut faire assez attention. Il y a également la création afro-américaine, donc pas africaine, mais afro-américaine, j'y reviendrai. Il y a une volonté, parfois, de minimiser l'impact des cultures de l'ère bantouphone. Enfin, il y a aussi les origines, parfois trop vite attribuées à une langue, à une culture bien déterminée au détriment d'autres. Et on verra que parfois, c'est moins évident que cela. Alors, un syncrétisme, un mélange d'influences. Je vous donnerai l'exemple d'un lieu de culte, un terreiro de candomblé, donc un culte afro-brésilien, on va dire, où lors de ma visite, il m'avait été présenté comme étant plutôt de tendance
tendance Yoruba, alors qu'en fait, en les écoutant, en voyant ce qui est inscrit dans ce lieu de culte, je trouvais des traces bien bantoues. Et donc ça montre comment, derrière le nom que se donnent les gens, il y a en fait pas mal de mélanges. Alors, lorsque je parle de création afro-américaine, non africaine, il s'agit de reconnaître la possibilité pour les descendants d'Africains aux Amériques d'avoir des créations propres à eux, en fait. C'est-à-dire que la vie continue, les cultures changent, et donc tout ce qui est créé par la suite sur le continent américain n'est pas forcément africain parce qu'il est par des originaires d'Afrique. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un point qui est très important. De nouvelles cultures se développent et elles restent afro-américaines parce qu'elles n'auraient jamais existé sans l'origine africaine. Il n'empêche qu'elles ne sont pas forcément africaines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes en Afrique au départ. Alors, je prends de façon anecdotique l'exemple d'un plat très, très connu au Brésil, le vatapa. Et il y a même une chanson donc, d'un chanteur brésilien qui, en fait, dans ses débuts, dit que pour faire un vatapa, il faut donc de la farine et de l'huile de palme. Alors, le débat sur ces plats est de savoir est-ce qu'il est d'origine africaine ou est-ce qu'il est brésilien. Et beaucoup ont toujours essayé de refuser l'origine africaine de ce plat, notamment en disant qu'il n'est pas connu en Afrique. Mais quand on voit quels sont les ingrédients qui sont utilisés dedans et qui portent un nom d'origine africaine, on se demande comment on peut faire quelque chose qui a des ingrédients d'origine africaine sans être absolument quelque chose qui a à voir avec l'Afrique. Donc ça, c'est ce genre d'exemple qui est en fait une création afro-brésilienne dans ce cas-là. Et on pourrait en donner d'autres exemples dans la musique, ça existe aussi, mais peut-être qu'on laissera ça pour des discussions. Alors, une autre chose qui est parfois peu connue de nous, c'est que il a existé et il existe encore une tendance, dans certains cas, à minimiser l'impact des cultures bantouphones. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on veut bien admettre une origine africaine, il y a des tendances parfois dues à, ce serait long à expliquer, mais ça vient également de l'histoire de l'esclavage, des tendances à reproduire des stéréotypes entre Africains ou afrodescendants et penser que les originaires d'Afrique de l'Ouest, pour être général, sont mieux ou plus évolués que ceux d'Afrique centrale. Et cette façon de voir a influencé à la fois durant l'esclavage, mais aussi après l'esclavage. Et donc, dans pas mal de cas, il y a certaines volontés dans l'origine africaine de tenter de prouver que c'est plutôt Afrique de l'Ouest que Afrique centrale. Donc ça aussi, c'est assez intéressant de prendre en compte dans les études qui existent. Alors en fait, je parlais de Bantou, alors ça aussi, ça pourrait être à lui seul un thème pour toute une discussion. Il s'agit des langues, d'un groupe de langues qui va donc en grosso modo du Cameroun à l'Afrique du Sud, du Kenya à la Namibie, 500 à 600 langues. Et donc, dans bien des études, on va nous dire que tel ou tel mot vient du bantou. Alors, le bantou n'est pas une langue, donc il faudrait préciser. Ce n'est pas toujours facile de préciser. Et l'excès inverse, c'est de souvent attribuer à une langue, et notamment une des 3 langues aujourd'hui parlées en Angola, à savoir soit le Kikongo, soit le Kimbundu, soit l'Umbundu. C'est vrai que c'est une zone qui a été très affectée par l'esclavage transatlantique,
Mais pourtant, en termes de méthodologie linguistique, il serait à chaque fois intéressant de voir sur les mots dont il est question, si en Afrique même, donc les mots qui sont trouvés en Amérique, si en Afrique même, ils ont une distribution générale, c'est-à-dire qu'ils sont retrouvés sur toute la zone d'expression bantouphone, ou si plutôt ils ont une distribution restreinte, et notamment distribution restreinte hormis la zone, disons, Congo-Angola, ou alors au contraire, s'ils sont uniquement trouvés dans cette zone-là. Ça aide énormément pour proposer une origine géographique au mot. Alors, je donne des exemples ici. Vous avez des termes qui sont retrouvés au Brésil. Alors, la traduction, j'ai laissé en anglais, désolé, c'est un copier-coller, mais disons que des mots très, très connus dans la zone bantou, comme Nkanga pour la pintade, se retrouvent sous forme de Akanga au Brésil. C'est très difficile à partir de ça de dire que ça vient de telle ou telle langue, parce que énormément de langues partagent ce mot au départ. Donc, c'est juste sur des suppositions de zones plus ou moins touchées par l'esclavage qu'on va dire c'est certainement plutôt de cette zone-là que de là. Mais autrement, c'est très difficile de le dire. Même chose pour un mot comme cultiver ou travailler, kulima, qui est très, très répandu, et ainsi de suite. À l'inverse, vous trouvez, toujours en prenant l'exemple du Brésil, vous trouvez des mots comme Camberera ou Mbungururu, qui sont attestés du côté africain uniquement dans une certaine région. Dans le cas présent, ce sont des langues qui sont parlées presque exclusivement dans l'actuel Angola. Et donc là, c'est plus facile de dire tel ou tel mot est certainement d'origine de la région actuellement représentée par l'Angola, puisqu'on ne les trouve pas ailleurs. Là, c'est possible. Alors, je parle d'africanisme, même de bantouisme, mais en fait, derrière ces mots, il y a différentes réalités qui peuvent se cacher derrière elles, derrière ces mots. Je prends un exemple d'un terme bien Congo, comme Nguba pour l'arachide. En fait, au départ, ça désigne une plante qui n'est pas africaine. Donc, on se retrouve avec un effet de boomerang où la plante américaine arrive en Afrique et reçoit un nom africain et repart vers l'Amérique avec ce nom africain. Et alors, ce nom légèrement différent suivant les régions, donc on retrouvera Jinguba dans la zone du Brésil, mais on retrouve Nguba vers Cuba et même Goober en anglais américain. Donc, on a un cas comme ça de nom africain pour désigner quelque chose qui n'est pas africain. Ça, c'est pour montrer le risque qu'il y a des fois d'associer le nom et la chose. Vous avez par contre un autre terme bien connu également en zone Congo, Nleke, Muleke, qui se retrouve également au Brésil pour disons un jeune garçon. Donc là, c'est un transfert direct. Et vous avez par contre, donc comme j'ai montré plus tôt avec ce plat gastronomique, des cas de création sur place à partir de réalités africaines. Alors, de nombreuses recherches existent, hein, comme je l'ai dit, il y a des ouvrages et même des articles, je n'ai pas voulu mettre toute une liste, il n'y a rien de nouveau. Donc, de nombreuses recherches ont déjà été effectuées sur cet héritage linguistique africain sur le continent américain. Mais ceci dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le domaine reste bien ouvert à de nombreuses corrections, notamment, et évidemment, de multiples enrichissements. Donc, encore beaucoup de choses à découvrir, il n'y a pas de problème, pour comprendre cette histoire qui unit les deux continents, finalement, de gré ou de force. Alors, de l'Amérique du Nord à l'Amérique latine, en passant par les Caraïbes, encore une fois,
il est à noter que ces travaux linguistiques sont très majoritairement d'ordre lexical, c'est-à-dire qu'on se base énormément sur les mots, on fait des lexiques, des glossaires, des dictionnaires, et on s'attaque beaucoup moins à l'impact grammatical. Alors cela se fait parce que c'est déjà plus difficile à déterminer. L'impact est pas facile à voir et peut-être moins présent. On emprunte plus facilement des mots que toute une structure. La grammaire, c'est un peu le squelette de la langue. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore beaucoup creusé la question. Il y a des travaux sur les façons de faire la négation, sur la reduplication, c'est-à-dire la répétition de mots pour un sens particulier. Donc, il y a des recherches en cours dans ce domaine. Et j'espère qu'on aura, dans les années à venir, davantage de chercheurs pour se joindre à ce joli projet de comprendre cette partie de l'histoire qui est aussi bien histoire de l'Afrique que histoire de l'Amérique, finalement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, professeur Magnacchi. C'était vraiment très intelligible et intéressant, mais on est d'accord que ça donne envie d'aller plus loin. Et est-ce qu'éventuellement, on peut retrouver certains de vos travaux pour creuser un peu plus, notamment sur le Brésil? Oui, bien sûr. Hein, ceux qui sont publiés sont publiés. Je suis très oralité aussi, c'est-à-dire que je ne publie pas tout ce que je fais, mais toujours ouvert au débat. Et puis, tout plein de références à partager également, de travaux recommandables ou qui ouvrent la discussion, justement, parce que, à mon humble avis, ils ont péché sur tel ou tel point. Bien, ben là, vous me lancez une perche. Je devrais donc vous réinviter. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. Sans plus tarder, je vais donner la parole à notre second intervenant, le professeur Batsi Kama. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc, vous m'entendez bien? Professeur Batsi Kama? Vous m'écoutez là? Oui, j'entends très bien. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup d'être revenu aujourd'hui. Il y avait un petit goût de trop peu hier. Hein. Pour rappel, nous avions une conférence aux ACP hier et votre intervention a été vraiment appréciée. Et donc, nous avons hâte de vous entendre aujourd'hui. Je vous cède donc la parole. Merci, ma chère Mireille, c'est ça. Oui. Bonjour, bonsoir à tous. Premièrement, je dois féliciter ceux qui organisent cette activité si importante. Donc là, Madame Nicole et OACP, et surtout de vive joie, dire que non, l'exposition antérieure a été vraiment très très belle. C'est un champ que je travaille, donc je dois féliciter celui qui a Monsieur Jackie, je crois, c'est ça. Donc mes félicitations pour votre communication. Donc, moi, je vais parler de ma communication. Ma communication sera sur. Donc, moi, j'ai intitulé ça l'influence Congo, Brésil, Cuba et Haïti. Donc, entre 1513 et 1514, 15, le Congo, donc, intéressait déjà le commerce d'esclaves. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens robustes, forts, résistants à la fatigue. Donc, le négrier s'intéressait avec le Congolais, le Congo dans ce sens. Alors, dans la conception Congo, l'esclavage, il
il faut expliquer ça. L'esclavage, c'est un problème juridique. Donc, ceux qui n'ont pas l'adresse, c'est-à-dire ils n'ont pas un village, donc dans le village où ils vivent, ils ne sont pas de ce village. Ils n'ont pas de lignage, donc ils n'appartiennent pas à une famille locale. Et ils n'ont pas, surtout, ils n'ont pas des cimetières. Donc, s'ils n'ont pas des cimetières, donc ce sont des esclaves. Mais cela ne veut pas dire que non, c'est une condition sociale. Non, 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 c'est pas ça. D'ailleurs, on les appelle moani, on y a des noyis. Bon, il y a d'autres cas qui sont les prisonniers qui sont des gens sans liberté. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'appartiennent pas à nous, donc s'ils ne nous appartiennent pas, donc ils sont sans liberté. Plus tard, je vais expliquer cette notion de liberté. Et cela te dit une Tukulu. Donc, je sais un peu de définir ces concepts parce que dans ma communication, ce sera vraiment intéressant. Il y a les Tukulu qui sont les Pouakas, c'est-à-dire ce sont les gens qui font le travail forcé parce que ils n'ont pas, ils n'appartiennent pas dans le local où ils travaillent et puis ils font ça parce qu'ils n'ont pas de famille. Et bon, il y a aussi cela qu'on appelle les Nzaoma Koka. Ce sont des gens qui ont été, soit ce sont des gens qu'on a pris comme prisonniers et dans l'ensemble des prisonniers, ils n'étaient pas connus, donc ils n'appartenaient pas aux tribus qu'ils ont que le Congo avait pris en prison. Donc, ce sont des gens qui donc était nécessaire de donner les fouets. Donc, c'est comme ça qui m'intéresse pour définir la liberté. Parce que le plus grand héritage dans le monde caraïbe de Bakongo, c'est la liberté. Le Bakongo, les Bantous en général, donc, ils ne peuvent vivre sans la liberté. Donc, la liberté est liée au pouvoir ou à l'autorité. Les Bakongos ont l'habitude d'appeler les gens Mfumu Bachikama, c'est-à-dire maître Bachikama, chef Bachikama, citoyen Bachikama. Or, le nom Fumu, ça signifie citoyen, en même temps autorité. Donc, tout Congo, c'est un homme libre. D'ailleurs, quand on dit, par exemple, les libertés, quand on parle de pleine liberté, on dit une soi. C'est-à-dire que non, la personne est libre parce que dans sa composition humaine, il ne peut être que libre. Mais il y a un terme qui m'intéresse beaucoup qui est Mfumwa Moyo, c'est ça. Ça veut dire l'utérus, donc le cordon ombilical. Donc, comme vous pouvez voir, donc, au Congo, tout être humain naît libre, comme la loi dans l'ancien Rome du Congo le disait, donc tout homme est libre. Donc là, je vais prendre ma biographie donc, pour aborder ma communication. Donc, j'ai utilisé des archives historiques outre-mar à Portugal. J'ai utilisé le livre de Bastide sur le candomblé de Bahia. Et j'ai utilisé mes livres aussi, Dona Beatrice, Michael Mazombo, Reine du Congo. Et j'ai utilisé le livre de Brasio, Monumenta Missionario Africana, tous les 15 volumes, mais surtout les 2 premiers. Et j'ai utilisé le livre de Cabrera, Lydia Cabrera. C'est un livre classique, donc il parle sur les Mayombe Palomonte à Cuba. J'ai utilisé Aimé Césaire, les Toussaint Louverture à Haïti. J'ai utilisé Edner sur la Révolution de Saint-Dominique. Donc, il y a plein de livres que j'ai utilisés, surtout Richon, Dieudonné Richon, qui parle de traite et l'esclavage des Congolais par les Européens, l'histoire de la déportation de 13 250 000 Noirs en Amérique. Ça a été publié en 1926. Et enfin, l'élite Woman, The Kingdom of Congo, de John Thornton. Donc, dit cela, je vais passer en Haïti. Donc, je vais essayer d'être vraiment, vraiment bref. En 1697, Haïti a reçu
un gros lot d'esclaves. C'était 5400, quelque chose comme ça. Donc, tous ces 5400, disons 400 esclaves étaient venus de l'Afrique centrale. Donc, 18 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a vu qu'il y avait 15 000 esclaves en Haïti qui venaient de l'Afrique centrale. Bon, du point de vue économique, on pouvait les comprendre. Il y a deux scénarios qui se dessinent. Donc, en tant que force de travail, ça c'est premièrement. Donc, l'investissement des esclaves en Haïti a triplé de main-d'œuvre et a renforcé, raison pour laquelle en Afrique centrale, il y avait un dépeuplement. Ça, c'est la première raison. Le premier scénario. Et le deuxième scénario, donc, en tant que force sociale, les esclaves en Haïti avaient créé un système de défense. Donc, ils fouillaient à l'esclavage et puis ils forçaient, ils créaient des forces de rébellion. Donc, pour créer les forces de la rébellion, donc, il fallait premièrement que les gens meurent, il fallait enterrer les gens. Après avoir enterré le sien, donc la terre où le sien sont enterrés, donc devenait leur terre. Alors, c'est un processus. C'est la culture bantou Donc, pour dire que non, ça c'est ma terre, il faut que non, que j'ai un cimetière. Donc, si j'ai pas de cimetière, donc la terre ne m'appartient pas. En 1715, donc, comme vous pouvez voir, donc vers 1715, donc les esclaves se sont appropriés des terres en Haïti. Donc, ils sont appropriés, ils ont territorialisé cette terre selon leurs croyances. En 1750, les esclaves sont devenus rares. Pourquoi? Parce qu'il y avait la résistance dans toute l'Afrique. Il y avait la résistance entre Mbundu, entre Congo. Il y avait vraiment la résistance en Afrique. Et il a fallu fomenter davantage des guerres en Afrique pour obtenir une main-d'œuvre, c'est-à-dire des esclaves. C'est durant cette période que nous avons entendu parler de François Makandal. C'est un leader qui a mené la première révolte en Haïti. D'ailleurs, son nom, Makandal, nous attire l'attention par les attributs que l'histoire lui confère. Donc, c'est un sorcier capable de se transformer en chien, en insecte, en pierre, en plante, en tout ce qu'il veut. Donc, soulignons surtout que François Makandal était le créateur de la première génération du vaudou. Jackie l'a dit, on pense que non, c'est Yoruba, on pense que c'est vaudou, mais quand on voit les termes, on sent que non, ce sont des termes bantous qui sont venus de l'Afrique centrale occidentale. Donc, on retrouve quelques chants, par exemple, je vais chanter. Il y a Timbi, Timbi, Aye, Timbi, 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 Aye, Bumba Kanga Pemba, Timbi, Timbi, Aye, Timbi, 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 Aye, Bumba Kanga Pemba, 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 Pemba. Donc, ce sont des. En vaudou, donc, il y a un film de Chuck Norris, par exemple, Bumba, Bumba, Kanga Pemba. Donc, ce qui est intéressant, même Hollywood a reproduit ces chants. Ou encore, il y a un Kisi Lemba, Kisi Lemba, Kisi Yaye, Kisi Lemba, Kisi Kayanfumu, Kisi Lemba. Donc, ces chants, on prend des noms, Nsimbi, Mbumba, Nkangampemba, Kisi, Lemba. Donc, quand on fait ça, on comprend l'origine de Makandal. C'est quoi ces deux chansons-là? Ce sont des chansons de militaires. Quand les militaires sont traînés, avant d'être proclamés comme militaires, ils doivent passer dans une initiation très, très, très dure. Et après avoir passé, donc ils ne peuvent pas avoir peur de mort, parce que s'ils mouraient, donc ils devenaient des saints. Donc, c'est ça l'essence de cette chanson. Donc, ils veulent même mourir pour devenir des saints. Donc, c'est ça la motivation des militaires. Et on comprend que non, si ces chants étaient chantés par des Haïtiens qui se sont révoltés à l'époque de François Makanda, donc ce sont des Bas-Congo. Il n'y a pas même une seule doute. Donc, en théorie, Makandala. Donc, c'est un assistant de Mpungwa
d'Empudiantsung, qui est un prêtre qui faisait l'onction de militaires. Demain, Makandala préparait ces gens psychologiquement avant la guerre. C'était comme ça que ça fonctionnait. Nous avons beaucoup de confirmations textuelles, documentaires sur ça. Bon, comme je l'ai dit, la première invocation de Simbi Yaya, donc ça inspire a inspiré plusieurs poètes, même Aimé Césaire. Donc, on voit les Simbi qui est réinventé, on voit les Mbumba qui est réinventé, et puis on voit les Kisilemba qui sont réinventés. Donc, Ntimbi, c'est une entité, c'est une divinité de la liberté. Ntimbi, ce sont les libertés, ce sont ces gens qui nous supportent. Ntimbi, c'est les colonnes vertébrales. Donc, sans les colonnes vertébrales, l'homme ne peut pas se mettre debout. Donc, Ntimbi, c'est la soutenance. Donc, on est Muntu parce qu'il y a les Ntimbi, parce que nous venons de Ntimbi. Mbumba, donc c'est l'esprit de la forêt, l'esprit de la mer, c'est Kalunga d'ailleurs, mais c'est Dieu créateur. Donc, Kisilemba, donc c'est le deuxième personnalité avant Dieu, donc c'est après Dieu, pardon. Il y a les dieux, la deuxième personnalité des dieux, c'est Kisilemba. Donc, comme vous pouvez voir, non, je dois expliquer premièrement. Kisilemba, donc, c'est la fertilité. On ne peut pas produire, on ne peut pas être fertile sans la liberté. On ne peut pas, donc, quand on invoque Mbumba, on se considère Mbumba, donc on se considère créateur. Le Dieu ne peut pas être un esclave. Donc, l'homme se considère un homme libre. Alors, c'est pour dire que en Haïti, si on prend l'histoire de cette révolution de François Makanda, donc on comprend que, bon, il y avait les Bakongos qui étaient vraiment, avaient pris charge de cette révolte. Et d'ailleurs, la façon dont il jurait, c'est les Kikongo, c'est un vœu, une Kanga Vita. On appelle ça une Kanga Vita. Donc, on a pas mal de preuves là-dessus. Donc, c'est pour dire que non, l'Haïti s'est érigé, donc s'est dressé, s'est construit avec son indépendance, avec l'Afrique centrale occidentale. Et cette histoire vient de Kimpasi de Kimpavita. Donc, je vais y revenir plus tard. En 1783, le nom de Toussaint Louverture était cité comme le chef des esclaves, insurgé dont le combat était la liberté en général. D'ailleurs, Aimé Césaire nous fait citer cette histoire dans son livre Toussaint Louverture que j'ai cité, et nous montre que non, c'est un produit de l'Afrique centrale occidentale. Donc, pour conclure cette histoire, donc je peux dire, la notion de la liberté Congo est visible. Même au XVIIIe siècle esclavagiste en Afrique. C'est une condition de pouvoir ontologique. Donc, la liberté dans les concepts Congo, c'est une condition de pouvoir ontologique avec laquelle tout être humain est né. Donc, je vous le dis, Mfumu Moyo, c'est un citoyen, mais ça signifie en même temps l'utérus, le cordon ombilical, dont les gens naissent libres. Donc, avant même le siècle des Lumières, quand on disait que non, les droits sont inaliénables, les Bakongos déjà avaient cette notion, donc il faut le dire. D'ailleurs, quand on voit par exemple le Code noir de Louis XIV, c'est totalement différent de comprendre comment on peut faire un Code noir avec les droits de l'homme qu'ils ont proclamés. Bon, la question n'est pas là, mais c'est pour dire, à cette époque-là, les Bakongos connaissaient les droits de l'homme, comme nous le savons aujourd'hui. Alors, passons au Cuba. Il y a deux auteurs que j'aime beaucoup. Il y a Fernando Ortiz et Cabrera. Lydia Cabrera. Fernando Ortiz il dit que non, le Palomonte, Mayombe Palomonte, est un système magico-religieux du Congo qui visait à résoudre les problèmes sociaux. C'est-à-dire, on a des problèmes sociaux, donc pour résoudre ces problèmes sociaux, dans les lieux sacrés, c'est Mayombe Palomonte. Et Lydia Cabrera précise, il apporte un peu certaines précisions, disons que non, donc c'est un culte cubain qui établit la relation entre les matériels et la matière et l'esprit. Donc, on sent que quand la personne sent des difficultés, passe pour certains problèmes sociaux, et que parce que cette relation n'existe plus. Donc, il y a certaines
cantiques, certaines invocations qui permettent que non, cette obligation soit reprise. Bon, selon ces deux auteurs, et puis moi j'étais en 2012 et 2019. Et bon, comme anthropologue, je suis allé ici et là, j'ai vu avec mes yeux, et j'ai compris que il y a on parle de Nzokisi, Nzokisi qui vient de Kimpasi, et on parle aussi de Mbongi. Mbongi qui est, d'ailleurs, Mireille, je l'ai expliqué, c'est une école des agents publics, ceux qui travaillent dans les institutions publiques. Okay. Allô? Oui, oui, tout à fait. Oui, comme je disais, donc le Mbongi, c'est un secte. On apprend les gens à être de vrais administrateurs, dans les agents publics, dans l'administration, dans la politique, dans la police. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Il y a, je fais une liste de mots dans le secte. Ils appellent ça des sectes. Donc, je fais une liste de mots de ceux qui pensaient être sacrés et non. Donc, j'ai vu que non, pour 60% vient de Kikongo, il y a 23% vient de Kimbundu, et il y a 13% qui vient de... Non, pas 13%, 12% qui vient de 12,3% qui vient de Umbundu. Donc, c'est une évidence que ces gens-là, ces cultes-là, par le monde Mayombe, est venu de l'Afrique centrale. Donc, en thèse, nous pensons que par le monde Mayombe par le monde, c'est un fragment de Kimpasi, donc tel que Kimpavita l'avait pratiqué. C'est un lieu de liberté. Jackie a parlé de Candomblé, je veux y revenir. Donc, c'est presque la même chose, mais il y a la territorialisation, c'est-à-dire la façon dont ils ont naturellement, ils ont culturé, donc ils ont transformé, ouais, c'est ça le terme. Ils ont transformé la géographie en donnant des noms, en donnant l'utilité des rivières, des sources. Donc, c'est ça qui est à base de la différence avec Candomblé. Il n'y a pas vraiment beaucoup, mais c'est un lieu de liberté, d'affirmation identitaire. Et dans son ensemble, c'est un culte qui réunissait, c'est ça le terme, l'élite militaire, religieuse et politique. Bon, on parle aussi de l'élite économique, hein, mais ce n'est pas vraiment évident parce que je n'ai pas pris beaucoup de temps à Cuba. Mais ce qui est vrai que non, cette Parlement rétablit l'ordre après une destruction. Donc, c'est là, surtout, il y a c'est un lieu de liberté et de dialogue, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un mouvement de résistance par la paix dans une situation de guerre. Et après l'abolition de l'esclavagisme, donc cela était repris d'une autre façon. Comme on peut le voir, le monde aurait été une réponse à la déshumanisation installée par l'esclavagisme. Ils ont opté pour une voie pacifique pour retrouver leur liberté. Pardon. D'ailleurs, pour avoir cette liberté, la terre est une condition sine qua non de la liberté, car elle symbolise l'adresse vitale. Et la terre nous appartient que lorsque nos ancêtres y sont enterrés, donc quand ils sont enterrés, mais aussi quand nos enfants sont nés. Parce que l'enfant, quand il est né, donc il faut enterrer quand la femme donne comment on appelle ça en français? Oh mon Dieu. Donc, quand l'enfant naît, donc la femme, il y a le placenta qu'il faut enterrer premièrement. Et puis, l'enfant, quand le cordon ombilical va tomber, donc il faut enterrer. Mais ces deux éléments-là, il faut les enterrer dans les cimetières. Donc, c'est l'appartenance. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de ces rituels de l'enterrement des placentas et puis du cordon ombilical, c'est-à-dire que non, que la femme et l'enfant appartiennent dès lors à la terre où ces éléments-là ont été enterrés. Donc, ça symbolise l'adresse vitale. Pour cette raison, la terre et la liberté sont inaliénables, c'est ça le terme. Et notre enjeu de dialogue symbolique vérifie que dans la culture multiraciale, ce qui est intéressant, hein,
Bien que le Congo, les esclaves ont été brusculés, ont vu leur liberté n'avoir plus de valeur, et bien que cela, ils ont intégré les Blancs. Donc, ils ne considéraient pas les Blancs comme un ennemi, non. Et ils ont créé, à travers des parlements, ils ont créé une créolité raciale. Donc, non seulement des enfants métis, mais même celui qui est le blanc ou le blanc ou la blanche qui a donné naissance à d'un métis, ou le blanc qui est le père de métis. Donc, ces gens-là appartiennent dorénavant à la communauté. Donc, le Congo était antiraciste. Donc, il croyait au dialogue avec celui qui les opprimait. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils pensaient. Donc, je pourrais dire que non, en Haïti, il y a la présence de Congo et Mbundu aussi. Donc, je vais passer dernièrement et enfin, Brésil. Donc, je vais être un peu très bref. En 1616 et entre 1616 et 1622, il y a eu une fuite d'esclaves Congo. Donc, c'est vraiment beaucoup. On a beaucoup parlé sur ça. Hein. Parce qu'il y avait les ports de Recife. Quand les esclaves y ont embarqué, et à partir du navire, ils avaient déjà su se débarrasser des chaînes. Et puis, ils ont fui. C'était entre Recife et Caruaru. À Paraíba, en même temps, on note aussi des invasions à la même époque des esclaves venus de l'Afrique centrale dans les ports de Pinda et Luanda. C'est-à-dire, Luanda, on voit le Congo, à Mbundu, et Pinda, on voit les Bakongo. Donc, ils ont fui. Il y a même certaines entreprises à l'époque ont déclaré faillite pour avoir perdu les esclaves. Donc, ils ont perdu leur investissement. Mais en 1845, plusieurs soldats Congo, le fameux Mazombo, par exemple, débarquaient à Pernambuco. Il y a une histoire de Mazombo, affronte de Mazombo au Brésil, et qu'il y avait 1700 Hollandais avec des armes modernes à l'époque. Ils ont lutté avec les Mazombo. Les Mazombo, ils étaient en 1100-1190. Mais les Mazombo ont lutté, ont gagné la guerre. Donc, cette prouesse-là s'est passée en 1666. Parce que les gens-là, les Mazombo, sont venus réellement du royaume du Congo. Parce qu'il y avait la guerre au royaume du Congo. Avant la guerre, la bataille de Mbouila. Donc, on peut lire ça dans le Dieudonné Richon qui donne avec des statistiques concrètes sur ce point, ou on peut voir aussi dans l'archive historique ultramar du Portugal. Après, je vais vous envoyer cette communication. Donc, c'est pour dire que non, donc ils étaient des militaires. Hein, et Mazombo, d'ailleurs, le mot Mazombo, ce sont des militaires. Et c'est en base de ça qu'on peut parler des zombies des Palmarès. C'est à Zumbi que je l'ai arrivé. Bon, Zumbi représente une résistance. La résistance d'Enganga Zumbi a 4 configurations. Nous avons premièrement la représentativité des guerriers. Ça, c'est le premier. Le deuxièmement, donc, les règles de conduite de Kimpasi militaire, donc le respect, la discipline, cette règle de conduite Kimpasi militaire dans les Kimpasi. Et puis nous avons la liberté. Donc la liberté, il doit être garantie par des gens courageux. La liberté doit être, c'est au-dessus de tous, de toutes choses. Et enfin, l'intégrité territoriale, parce que bien qu'ils étaient des esclaves, mais comme ils sont nés là, ils ont fait des enfants là, et puis leurs ancêtres sont morts, donc cette terre-là était à eux. Donc l'intégrité territoriale se défend avec les armes. Donc Nzumbi, qui était descendant d'une reine, on l'appelle Akwaltoun, mais c'était Yakali Toun en Kikongo, c'est ça le terme vraiment. Donc, il est venu de Mbanza Congo, elle était une princesse. Et donc, ils avaient appris ce qui était la liberté, et quand il est vendu par erreur comme esclave, il a reproduit cette information de liberté
et parce qu'il lisait, il écrivait en latin, hein, donc il a fait ça. Et Zumbi n'était pas... Il avait la formation, il savait parler bien la langue portugaise, parce qu'il était, il a été... c'est un prêtre, après avoir 5-6 ans, donc c'était un prêtre qui est allé le prendre, puis il a grandi, il a grandi dans, sous le soin d'un prêtre. Donc, c'était pour dire que non, bon, quand nous parlons des zombies, zombies des palmarès, c'est ça le terme concret. Le 23 novembre, oui, c'est ça, le 23 novembre, donc hier, donc au Brésil, on célèbre les zombies. Hein, on célèbre parce que donc il a mené vraiment une révolte à la manière de Makanda, François Makanda. Donc c'est pour dire que non, les soldats qui sont, les esclaves qui ont été vendus dans le monde atlantique, et selon les caractéristiques qu'on souhaite, donc il doit être fort, résistance à la fatigue, ces histoires-là. Donc on a compris que non, avec ces caractéristiques-là, selon Dieudonné Richon, avec des statistiques, il y a 60 quelques pourcents qui sont venus réellement du Royaume du Congo. Donc, d'ailleurs, le cas des zombies, on voit par exemple que la constitution de son armée, donc c'est exactement comme se fait dans l'ancien Royaume du Congo. Bon, je vais terminer avec Candomblé. Jackie a déjà parlé de Candomblé. En raison de la façon dont il est présenté au Brésil, on pense que non, c'est Yoruba, mais bon, non, c'est pas Yoruba, c'est le Kimpasi authentique qui est venu du XVIIIe siècle. Hein? C'est un espace de dialogue, un mélange de catholicisme d'un côté avec le culte Congo. Dans l'ensemble, le Candomblé, je veux donner un exemple, par exemple. Ogun, un être à considérer comme Saint-Antoine. Donc, on a pris Ogun, on le considère comme Saint-Antoine. On a le Madja, on le prend comme Notre Seigneur de Conceição. Donc, vous voyez, Notre Seigneur de Conceição, c'est le catholicisme. Mais la configuration de ces êtres divins, de cette divinité, appartient à la conception Congo, bien que le nom ne soit pas Kikongo. Bon, il y a d'autres termes. On peut voir dans les prières qu'ils font, on voit que c'est les Kikongo et Kimbundu. C'est ça, les Kikongo et Kimbundu. Surtout les Kimbundu et Kikongo. Alors, d'ailleurs, le nom Candomblé, c'est totalement les Kikongo. C'est du verbe. D'ailleurs, on a les K, le préfixe locatif K, et puis on a un Ndombele. Bon, le K, c'est un préfixe locatif, ça indique où ça se trouve, la chose, et puis l'Ombele. L'Ombele a deux sens. Ça dit prier, ça vient de Kulomba, demander justice, prier. Ça, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est l'espace sacré dans le cimetière où les ancêtres sont morts. Donc, c'est un espace sacré. Mais c'est un cimetière où, dans la création d'un village, on mélange les ancêtres du tribu A, du tribu B, du tribu 3, on les enterre dans un même cimetière pour dire que non, à partir de ce moment, toute cette terre appartient à nous tous. Donc, il n'y a plus les A, il y a B, les C, non, nous sommes A, B, C. Donc, c'est dans ce sens. D'ailleurs, quand on parlait de Kisilemba, quand je parle de Kisilemba, donc c'est vraiment dans les kilomètres de Candomblé que le Kisilemba est vraiment adoré. D'ailleurs, si vous allez au Brésil maintenant, donc vous trouverez plusieurs Kisilemba, Tatakisi. Pour en terminer, chaque fois que un navire d'un grillé débarquait dans le monde atlantique, une partie des esclaves fuyaient, soit en Haïti, au Brésil, à Cuba, fuyaient. Et ces gens-là essaient un peu de reconstruire leur monde. Parce qu'ils ont subi 3 procès. Le premier procès, c'était
devoir limiter leur liberté. Le deuxième procès, c'était d'être animalisé. Et la troisième, c'était d'être vendu comme on vend 1 kilo de sucre, je ne sais pas comment. Donc, il fallait reconquérir cette liberté. Hein, il fallait reconquérir cette liberté. Donc, ce qu'il faisait, il fallait fuir d'un côté, et faire d'enfants pour s'approprier des terres. Et une fois les terres sont appropriées, donc les libertés étaient définies, qui étaient redéfinies. Et comme les libertés étaient redéfinies, donc il fallait faire face à toute invasion. Donc c'est comme ça que ça s'est passé au Cuba, au Brésil et en Haïti. Donc c'est dans ce monde que le Bas-Congo, les Africains de l'Afrique centrale occidentale ont montré que non, bien qu'au moment qu'on parlait de l'esclavagisme, eux connaissaient la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour trouver leur liberté face à l'esclavage auquel ils étaient soumis, donc ils ont utilisé des formules culturelles, donc de résister, de créer les espaces religieux, l'espace militaire et défendre leur liberté. Donc là, je veux terminer, mais en disant ceci. Donc, toute liberté, il y a la notion de la femme. La femme doit naître, doit faire d'enfants, afin de reconquérir la liberté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour réclamer la liberté, il faut que la femme y soit comme les plateformes de plusieurs tribus. Donc, quand je parlais A, B, C, ils sont de différentes tribus. Mais pour constituer le seul endroit qui est ABC, tout joint, donc il fallait la présence de la femme. Parce que la femme unie, c'est la femme qui donne l'enfant, la femme qui peut donner l'enfant à A et B et C. C'était comme ça dans ces sens. Donc, il y avait la figure de la femme. Parce que la femme représentait le pouvoir. La femme représente la liberté. Comme je vous ai dit, en bon Kikongo, on dit, on appelle Mfumu Moyo. C'est l'appareil productif de la femme. C'est le cordon ombilical, c'est le placenta. Donc, c'est l'autorité, la liberté, ça vient de la femme, pas de l'homme. Ça vient de la femme. D'ailleurs, il y a une sculpture qui est dans l'exposition, une femme en train de donner de lait. Comment on appelle ça? Donc, donner de... En train d'allaiter. Entrer dans l'été. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la liberté, c'est ça l'autorité. C'est la raison pour laquelle il a les chapeaux de chef. Donc, c'est ça. La présence de la femme a joué un grand rôle pour reconquérir la liberté, pour résister et pour créer le monde. Donc, c'est pour féliciter l'exposition faite, pour dire que non, même dans le monde occidental, le monde atlantique, dans le Caraïbe, c'était en base de la femme que tous ont conquis leur liberté. Et merci pour votre temps. Merci beaucoup, professeur. C'était très intéressant. Les deux interventions, d'ailleurs, étaient très intéressantes et complémentaires. J'ai quand même une phrase, une très belle phrase que vous avez dite et que je retiendrai dorénavant. Le grand héritage des Congos, c'est la liberté. Je trouve ça très beau. D'autant plus que j'ai eu toute ma scolarité en Belgique. J'ai grandi en Belgique comme notre chère Nicole Kanda et on m'a bien expliqué que les Africains se mettaient en esclavage les uns avec les autres, joyeusement, et que c'est donc pour ça que quand les Occidentaux sont arrivés, ils ont tout simplement continué puis arrêté cette barbarie. Et donc, ça va à contre-courant de ce que l'on nous apprend, puisque vous parlez des notions de paix, de liberté, d'antiracisme même, des Congos, et d'ailleurs même avec leurs agresseurs. Ce sont des choses que l'on n'entend pas souvent, c'est assez inédit dans les oreilles d'une Afro-Belge comme moi. Donc, merci beaucoup pour cette très belle intervention qui me fait réfléchir aussi sur la notion de féminisme africain, vu que, comme vous l'avez bien expliqué, la liberté passe par la femme.
et l'enterrement du placenta et du cordon ombilical. Donc, je sais ce que je devrais faire pour m'approprier la terre belge. À ma prochaine grossesse, je vais au cimetière du coin et j'irai enterrer quelque chose. Ça, c'est très bien. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Comme vous vous en doutez, j'ai évidemment quelques questions qui nous attendent. Hein. Ma première question va d'abord aller envers monsieur professeur Maniaki. Il y a une rumeur qui dit que dans la musique des Caraïbes, il y aurait un tambour ou un autre objet musical qui s'appelle le Congo. Je ne sais pas si vous infirmez ou vous confirmez cette rumeur dans les noms des instruments. Oui, merci. Comme ça, je dirais, il y a tellement de formes que c'est possible. C'est possible. Il y a conga qui se retrouve du côté américain, qui est un instrument de musique aussi, un style de musique. Congo comme ça, bon, c'est facile à vérifier, mais comme ça me dit rien. Et donc le conga, c'est un instrument de musique que l'on joue dans quel style musical? C'est un peu un piège là. Hein. Ah, mais mon objectif n'est pas de vous piéger, c'est que je suis fan, je suis assez mélomane, donc. Oui, non, c'est en même temps un instrument de musique et en même temps un style de musique. Et c'est plutôt à Cuba. D'accord. Okay. Donc, selon certaines thèses, effectivement, c'est aussi tiré du mot Congo et ça a été féminisé selon les règles espagnoles, pas les règles bantou, mais les règles espagnoles. Ok, donc il y a une tendance à féminiser. Voilà, en bantou, il n'y a pas de féminin, masculin, tout est pareil. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup, professeur. Mireille, tu peux remettre ton micro? Merci, ma chère Nicole. Je dois gérer plusieurs pages en même temps, toutes mes excuses. Donc, je disais, j'ai quelques questions du public et j'invite donc mes collègues qui sont en ligne avec moi à rajouter celles que je n'aurais pas vues. Elle s'adresse, je pense, au professeur Batikama, mais professeur Maniaki, vous pouvez aussi répondre si jamais vous avez quelque chose à ajouter. Donc, la première question va un petit peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, quelqu'un nous demande, il est intéressant d'apprendre sur la notion des droits de l'homme chez les Congos. Comment se transmet cette notion? Est-ce qu'elle se transmet oralement? Voilà, et je pourrais rajouter à cette question, est-ce qu'on a des sources du fait que nous connaissions déjà les droits de l'homme? Parce qu'il y a le traité de l'Empire mandé qui circule comme quoi les droits de l'homme auraient été publiés à ce moment-là et que l'Union européenne s'en serait inspirée pour créer le document qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que du côté Congo, on a éventuellement des traces de ces réglementations et comment est-ce qu'elles se transmettent? 10 secondes, ne quittez pas. D'accord, pas de souci. Peut-être pour dire un mot, alors s'il n'est pas disponible maintenant. D'accord. En fait, ça rejoint une autre question que je vois également sur la partie questions. On demande si les langues bantoues sont orales. N'existe-t-il pas une écriture, même des symboles ou des hiéroglyphes? Ça revient à cette préoccupation que nous avons aujourd'hui tous
Je vous redonne la parole, professeur. Non, Vous pouvez terminer. Je vous en prie. J'ai apprécié. D'ailleurs, vous répondez déjà. Hein, je ne sais pas encore, mais donc cette préoccupation qu'on a tous de par notre formation, qui est quelque part, qu'elle soit faite à l'école héritée de la colonisation en Afrique ou dans le système scolaire ici en Europe, c'est qu'on nous apprend tellement que l'écriture est importante que du coup, on pense que les choses existent seulement si elles sont écrites. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne et ça brouille un peu l'attention. Ah, pardon. Oui. Non, continuez, je vous en prie. Il faut peut-être couper le micro. Alors, je vais vous embêter, professeur Maniaki. Je vais vous demander de reprendre un peu plus tôt la réponse, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Donc, je disais qu'on est bercé à l'école dès les premières années d'école, et ça aussi bien dans l'école ici en Europe, modèle occidental, que dans l'école au Congo, qui est un héritage, je parle de l'école, aller à l'école, qui est un héritage d'un modèle colonial. Je ne parle pas de l'éducation, je parle de l'école. On peut être éduqué sans aller à l'école. Donc, et dans ce modèle-là, on nous apprend dès le départ que l'écriture est importante, elle est essentielle, et que les choses n'existent que si elles sont écrites finalement. Du coup, on a ce souci de chercher des écritures pour justifier d'une civilisation. Mais ça, c'est déjà faussé parce que c'est une approche, je ne dirais pas occidentale, mais en tout cas pas adaptée à de nombreuses civilisations en Afrique. Il y a d'anciennes écritures, je ne suis pas en train de les nier. Je veux juste faire comprendre qu'il faut qu'on essaye d'accepter que chaque civilisation a ses valeurs et que dans le cas de l'oralité, il n'y a pas besoin d'écriture pour exister. Il y a une transmission orale. Ce qui fait que, évidemment, quand on veut chercher d'anciennes traces écrites, on a toujours un problème. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Oui. Dans quel sens je voulais dire. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça contribue justement à péjorer un petit peu les civilisations africaines, puisque vu qu'on est jugé à l'aune des conceptions occidentales, on se dit, si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas, ça serait trop facile, vous l'avez inventé, etc. Donc, quelqu'un nous parle comme trace du massif de Lovo. Je ne sais pas si ça dit quelque chose au professeur Batikama. Bon, j'aimerais probablement répondre à la question qui m'a été posée pour renforcer. Et c'est que, nous pouvons aller facilement à YouTube et chercher une entrevue de Amadou Ampateba, École de caméléon. École de caméléon. On peut aller à YouTube et il y a un petit vidéo de 2 minutes. Vous écoutez là? Oui, parfaitement. Non, vous écoutez Amadou Pateba à parler? Ah non, je n'entends pas. Oh. Peut-être que vous avez... Si vous voyez les camélons, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans leur revue. Et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qui tourne. Si vous verrez un jour un caméléon, vous verrez que non, c'est son œil qui tourne. Il regarde en haut, il regarde en bas et de l'autre côté. C'est-à-dire, il faut informer-vous de tout ce qui se passe tout autour de vous. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et le savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais, on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, dans la vie, il faut avoir la compréhension et c'est se comprendre l'un ou l'autre. Parce que si nous existons, parce que moi je suis, parce que l'autre existe. Alors, qu'est-ce qu'il fait le caméléon? Quand il lève le pied, il balance.
pour savoir si les deux pieds posés ne seront pas s'affondre. C'est après qu'ils vont déposer les deux autres. Ils balancent encore et puis ils lèvent. Ça s'appelle la prudence de la marche. Et sa queue est préhensible. Il accroche. Il ne se déplace pas comme ça, il accroche. Parce que si les deux pieds et les autres pieds s'enfoncent, donc la queue le maintient suspendu. C'est-à-dire, il faut assurer leurs arrières. Donc, vous voyez ce que Mamadou Mpateba parle. Donc, c'est ça l'école chez les Bantous. Donc, c'est ça la sagesse. Oui. C'est à partir de la parole. Bon. Je parlais de l'initiation. Vous savez, Mireille, vous savez que moi, j'ai été initié à Kisilemba. En Kisilemba, on apprend la constitution, ou soit les lois qui existaient dans l'ancien royaume du Congo. Moi, je vais vous le lire parce que nous avons appris ça et nous avons mémorisé. Le premier, nous disons Congo Tadi, Kabaseban Singa, c'est-à-dire le pays appelé Congo ne peut être divisé. Le deuxième, c'est Ntimbo Congo, Kasimbe Vata, Kubuki Mosi, Kalandiem Vata. Les gens qui nous suivent, qui s'ils savent parler le Kikongo, ils comprennent ce que je dis. Ce sont des choses qu'on apprend dans l'initiation. Et ce n'est pas seulement 2, 4, 5, 10, 20, 30, ce sont plusieurs lois. Et ces lois, quand maintenant, après avoir été formé à l'université, j'ai compris que non, il n'y a pas tellement de différence avec la Constitution. Mais c'est une Constitution que les gens ont mis dans la tête. Ils vivent selon ces lois. Ils acceptent. Donc, ce sont des gens avec vertu. Des gens formés. Alors, à l'école, quand l'enfant a 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, il passe à l'école de la puberté. Et à cette école, il apprend ces lois. Et quand il sort de cette initiation, il rentre dans la société, c'est un citoyen exemplaire. Il sait ses droits, il sait ses libertés, il sait respecter tout le monde, il vit selon les vertus. Aujourd'hui même, ça fonctionne. Moi, j'étais initié dans les années 80, 89, 91. J'ai encore certaines choses dans ma tête. Ouais. Donc, l'époque, c'était comme ça. Aller à l'école n'est pas suffisant. N'est pas suffisant, non. Ça ne veut pas dire que non, si je ne suis pas allé à l'école, je n'étais pas formé. Non, en Afrique, ça n'a pas de sens. Bon. J'ai encore des questions qui suivent. Par exemple, quelqu'un nous demande si vous pouvez approfondir un peu la notion de créolité raciale. Ah oui, hein, ça c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, premièrement, c'était la femme noire qui était abusée par des hommes blancs et ils faisaient des enfants métis. Bon, ces enfants métis étaient aussi des esclaves, mais dans certains cas, ils pouvaient hériter de leur père. Bon, ça, c'était un constat. Et ces gens-là, métis, ils ont vu la façon dont leur mère était bousculée et ils se sont associés à la race de la mère. Mais ils ne pouvaient pas renoncer en même temps de la race. Bon, la race n'existe pas. Hein. Ce sont dans ma tête, n'existe pas, mais ce sont des vocabulaires que nous avons, que j'utilise. Donc, en même temps, il ne pouvait pas renoncer à la race de son père. Même son père était un agresseur, même à lui-même. Avec le temps, quand les métis sont devenus un peu nombreux, ils avaient eu accès à l'école, ils ont commencé à penser sur ce sujet. Ils ont trouvé que dans les esclavisés, les esclaves qui étaient leurs descendants, leur famille aussi, leur race, disons, noire, ils ont trouvé qu'il y avait des notions du dialogue, même avec celui qui vous opprime. Donc, il y avait une notion de dialogue. Ce sont eux qui, premièrement, en servant de pont entre les deux côtés, ont commencé à développer la notion de créolité raciale. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire accepter un dialogue culturel, bioculturel, parce que c'est bioculturel. Non seulement dans la peau, dans le sang métis, mais aussi dans la culture. Donc, il fallait non seulement accepter que non, la langue portugaise, la langue française, la langue anglaise étaient langue officielle, langue des savants, mais il fallait aussi cultiver les langues, les cultures des autres qui sont des Noirs, que ce soit Kimbundu, Umbundu, Kikongo. Il fallait aussi voir dans les deux côtés. Donc, ce sont eux qui, même en Afrique,
D'ailleurs, France Fanon le dit aussi, même en Afrique, même à Haïti, on a vu cette présence a servi de pont pour harmoniser, pour joindre les gens. Mais le premier congrès des écrivains noirs africains avait essayé un peu de développer cette histoire. Il y a Gilberto Freire, j'aime pas cet auteur pour ce qu'il a écrit, donc lui parlait de la supériorité de la race, c'est-à-dire dans cette créolité raciale, il y avait le blanc, les blancs même, hein, il y avait le blanc premièrement, le portugais, après les autres. Mais c'est pas ça, en fait, la créolité raciale. La créolité raciale, c'était de servir d'une plateforme où les différences pouvaient dialoguer. C'est ça. Ils ont pris l'exemple de leur race, mais ils ont aussi introduit la culture, la langue, les croyances et tout cela. D'ailleurs, au Brésil, c'est vraiment développé. Vous verrez par exemple les Ngangankisi, des Candomblé, et ce sont des métis. Hein? Donc, c'est vraiment développé dans cette région-là. Merci beaucoup à tous nos invités pour cette participation pleine et entière, riche en tout cas. On a envie d'approfondir, on va suivre vos travaux et éventuellement vous réinviter, ça c'est presque sûr. Donc, vu le temps imparti, je dois clôturer. Mais avant que vous vous déconnectiez, j'aimerais quand même dire que, pour rappel, cet événement se tient sous le haut patronage de son Excellence Georges Rebelo Pinto Chicotti, secrétaire général des ACP. C'est important de le rappeler parce que les ACP sont une organisation qui rassemble des représentants des pays africains. Et c'est quelque chose d'important pour nous, la diaspora, qui voulons être connectés à notre pays d'origine. Donc, nous devons nous saisir de ces institutions. J'aimerais aussi remercier dans cette institution-là le sous-secrétaire général à la politique et à la culture, Norbert Richard Ibrahim, ainsi que Aya Kassassa, qui est experte des affaires culturelles, migratoires et urbanistiques aux ACP. Je ne vais pas faire de longs remerciements, je vous rassure, mais je rappelle quand même les partenaires. Donc les ACP, comme je l'ai dit, l'Union européenne, l'Africa Museum, Vincent Shepard, l'administration communale d'Ixelles, Belgique Mosaïque, BAMCO. Pour l'Africa Museum, j'aimerais quand même faire un petit zoom là-dessus parce qu'ils ont quand même, notamment, il y a eu d'autres participations, mais ils ont quand même prêté 14 œuvres. Donc j'aimerais vivement remercier Agnès Lacaille qui a travaillé en profondeur, notamment sur le choix des objets, la sélection. Remercier aussi Teen Genius qui a travaillé avec les guides. Donc, comme vous le savez, vous pouvez encore tous les dimanches aller visiter l'expo et les guides seront là pour vous, ainsi que Nadiane Saï qui se cache derrière vos écrans, mais qui est l'une des chevilles ouvrières qui a contribué avec Nicole Kanda à ce que cet événement ait lieu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, et je clôturerai là-dessus, les artistes contemporains exposés sont tous les trois des militants sur les questions écologiques et féminisme, politique, par exemple sur la liberté d'expression avec Cristiano Mangovo, aussi sur le recyclage du plastique par les femmes angolaises précaires. Donc là, il s'agit des œuvres, puisqu'elle en expose plusieurs, d'Isabelle Landama, et puis ce qu'aborde Patricio Mawete, qui nous montre une œuvre dans laquelle l'Afrique, qui est représentée par une femme, porte le monde. Tout un symbole dans un événement comme celui-ci. Je ne pourrais clôturer cette séance sans remercier celle qui nous réunit aujourd'hui, Madame Nicole Kanda. Vraiment, je salue votre ténacité et je félicite aussi toute votre équipe. Et je fais un petit coucou à Maëlle Kanda, sa fille. C'est notre star, car elle a été l'égérie de tout l'événement. Quant à moi, je vous retrouve donc demain
à 11h pétantes devant le musée royal de Tervuren Africa Museum. Et à 13h, on termine la première visite et à 14h, on commence la deuxième si vous êtes plutôt de l'après-midi. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence qui, j'espère, vous aura apporté une richesse en plus et j'ai hâte de vous revoir bientôt dans d'autres événements. Merci beaucoup, Nicole Kanda. Merci beaucoup, Jackie Maniaki. Merci beaucoup, professeur Batikama. Et je vous dis bonne soirée. Merci. Merci, chère Mireille. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous et à bientôt.